Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 heures. Nous sommes le lundi 18 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Un pavé dans la mare lancé à Marie-Galante par Harry Chalus. Il n'y aurait pas €1 prévu au C2DT conclu par Victorin Lurel. La semaine de la santé commence au CREPS qui ouvre ses installations médicales au grand public. Pour faire le carnaval en cette période de petites mains travaillent d'arrache-pied comme les couturières. Le journal, Aurélie Ronce. Le nouveau président de région, Harry Chalus, était donc à Marie-Galante ce samedi pour sa première visite officielle. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment les fameux C2DT, les contrats de développement durable territoriaux. Selon Harry Chalus, les fonds n'existeraient pas. Je vous propose de l'écouter. Il répondait à Karine Gielman. Je le dis, il n'y a pas de remise en question du C2DT. Je préfère même pas en parler, je laisse au maire le soin de découvrir. Alors je le dis publiquement, posez la question à M. Lobo, le DGA Finance, au directeur financier, M. Janqui, qui n'ont jamais été associés à ce C2DT. Il n'y a rien en crédit de paiement, seulement en autorisation de programme. Rien, pas un seul euro. Mais comme souvent, tout est déformé, et on voudra dire que ce soit encore une guerre entre le nouveau président et le président sortant. Je préfère laisser le soin aux maires car je pense que nous ferons une réunion avec tous les maires et le service financier pour leur montrer des dossiers, pour leur montrer qu'il n'y a pas un seul euro en crédit de paiement. Voilà. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Maryse Hetzel, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Ce n'est que pour nous, entendre qu'aujourd'hui les engagements signés par un président de région n'étaient basés sur rien, vous comprenez notre déception et je pense que les autres maires s'associent à moi en tant que président de communauté de communes. C'est tout simplement pas croyable qu'en tant qu'ancien ministre, ancien président de région, on s'engage, on signe à sa signature apposée au bas de contrat et que j'apprenne aujourd'hui qu'il n'y a pas €1 inscrit, je préfère ne pas commenter et je laisse à l'approbation et à la réflexion de la population de la Guadeloupe tout entière ce que nous avons tous appris aujourd'hui. Des propos recueillis par Karine Gielman. Bonsoir Nico Italic. Bonsoir. Vous êtes consultant, alors est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que sont les C2DT ? Alors c'était des contrats entre la région et les communes de Guadeloupe, signés à l'époque de la précédente présidence, pour, disait le président sortant, et battu aujourd'hui, conforter le développement communal dans le cadre des investissements, attendu que les communes de Guadeloupe ont un gros souci, elles ont du mal à programmer, et elles n'ont pas l'autofinancement. Donc les CDT avaient pour but de régler ces deux choses-là. Avec des projets concrets notamment. Des projets concrets, des stades à bâtir, des maisons de la culture éventuellement. C'était vraiment des programmes pluriannuels d'investissement. Alors est-ce qu'il est possible de prévoir justement ces projets sans aucun crédit de paiement ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça c'est la comptabilité publique. Et pour mettre tout le monde d'accord, on va dire une chose simple. D'abord, quand vous avez un projet pluriannuel, techniquement, on ne peut pas l'inscrire au budget. Les budgets sont annuels. La seule chose que vous pouvez faire, c'est inscrire les crédits de paiement, mais lorsque les projets sont arrivés à maturité. De sorte que lorsqu'on nous dit qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé dans le budget les autorités de programme, c'est normal. Et quand on dit qu'il n'y a pas de crédit de paiement, c'est normal puisqu'il n'y a pas de projet à financer. Donc ce sont des tautologies. Le fond de la chose, c'est quoi ? C'est comment faire lorsqu'on arrive à un pouvoir pour pouvoir marquer sa trace, reprendre la main. Et ça, c'est du politique. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'espace de droit où c'est pas négociable. La parole régionale est constante, elle est en droit. Le président engage la région et ça, c'est pas négociable. Peu importe qui est le président, si c'est fait régulièrement. Et je vous dis pas le contrôle de légalité derrière ça. Bon. Et puis, il y a l'espace politique qui est un espace plus fluctuant, où tout est affaire de négociation, de rapport de force. Et c'est la confusion entre ces deux espaces et la volonté de prendre la main qui crée la confusion. Alors, est-ce que quand même cette information a pu échapper aux signataires des C2DT ? Ah non, eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun problème en droit, les signataires. La signature de la région engage la région. Et il est normal que dans la mesure où les programmes sont pluriannuels, ils ne sont pas dans le budget, ça c'est technique, c'est normal. Et lorsque leur projet arrivera à maturité, lorsqu'ils seront prêts, lorsqu'ils auront leur autofinancement, alors ils doivent interpeller la région et c'est alors là qu'on verra
si oui ou non la région est capable de mettre le financement prévu en face de l'investissement. Mais pour l'instant, à part quelques angoisses politiciennes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une dernière question, personnellement, vous en pensez quoi justement de cette déclaration d'Harry Chalus Je pense qu'il faut dire au président Chalus que la campagne électorale est terminée et qu'il est grand temps d'oublier le grand soir de l'euphorie de la victoire, belle victoire, pour passer au petit matin quotidien de la résolution des problèmes de tous les Guadeloupéens. Merci Nico Italique d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau d'Alizé donc pour répondre donc à ces questions sur les fameux C2DT qui sont donc, on va le dire, remis en cause en tout cas par Harry Chalus. Nous verrons, merci. À présent, cette information pratique, puisque les planteurs de canne ont prévu de faire une opération escargot demain matin. Ils veulent que le texte de la convention Cannes 2016-2022, qui doit être signé normalement demain en préfecture, soit revu. Du coup, le cortège de cette opération escargot partira à 8h du parking de Gourdeliane à Bémao pour se rendre à la préfecture de Basse-Terre. On va parler de santé maintenant. Depuis ce week-end, on sait que 2 cas de Zika ont biologiquement été confirmés dans l'archipel et dans les îles du Nord. Et l'épidémie sévit déjà, on le rappelle, en Martinique et en Guyane. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus sur ce virus qui est très proche du virus de la dengue et du chikungunya. Les 2 premiers cas d'infection au virus Zika ont été confirmés par l'ARS. Les 2 personnes infectées en Guadeloupe, un à Saint-Martin et une fillette résidant en Grande-Terre, ont contracté le virus sur le territoire guadeloupéen. Particulièrement dangereux pour les femmes enceintes, l'ARS tente donc d'ores et déjà de sensibiliser la population sur l'existence de ce virus. Les consignes, c'est déjà l'information et de dire qu'il est comme nous le faisons régulièrement, de dire que la lutte contre les gîtes à moustiques demeure vraiment la priorité parce que c'est la seule action véritablement efficace qui permet d'éliminer, d'éradiquer le moustique d'un espace et qui fait que même si quelqu'un revient de la zone où circule le virus, même si quelqu'un revient de cette zone avec le virus dans son sang, elle ne se fera pas piquer par un moustique local et elle ne sera pas à l'origine de la circulation locale du virus. Ce virus est en mesure de circuler d'une île à l'autre, puisque les personnes circulent entre les îles, prennent l'avion. Ce n'est pas le moustique qui voyage, ce sont les personnes qui ont le virus dans leur sang qui voyagent, et à cette occasion, ils peuvent transmettre le virus à nos moustiques locaux ici, qui sont tout à fait capables de le récupérer et de le transmettre à d'autres personnes localement. Le virus du Zika, c'est un virus différent de celui de la dengue. Ils ne sont pas de la même famille, ils sont relativement proches, mais ils ne sont pas strictement de la même famille. Donc, simplement, leur point commun, c'est d'être transmissibles par le même moustique, notre fameux Aedes aegypti. Le virus Zika a déjà fait entre 440 000 à 1 300 000 cas suspects au Brésil depuis mai 2015 et 3 700 en Colombie depuis septembre 2015. La vigilance est donc de rigueur, comme le précise le professeur Hun, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Pointe-à-Pitre, joint par téléphone. Les principaux symptômes, c'est une fièvre mais qui est souvent modérée, beaucoup plus modeste que dans la dengue ou dans le chikungunya. Une éruption cutanée qui est par contre elle fréquente. Plus de la moitié des patients ont une éruption cutanée qui dure plusieurs jours. Et puis certains ont également une conjonctivite au niveau des yeux. Voilà, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour l'essentiel, c'est une infection qui est asymptomatique. 80% des sujets qui sont infectés par ce virus ne développent pas de symptômes. Si la lutte contre le moustique est efficace, il y a peu de chances qu'une épidémie de Zika survienne chez nous. Il faut donc rester vigilant et continuer à éradiquer les gîtes de moustiques pour se prémunir de ce nouveau virus. Santé toujours avec le CREPS qui a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. C'est dans le cadre de la semaine de la santé en Guadeloupe. On connaît le CREPS qui accueille des sportifs de haut niveau, mais en revanche, on ne connaît pas forcément son centre médical. Et aujourd'hui, justement, le public pouvait profiter de consultations gratuites avec différents spécialistes. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessible le pôle santé du CREPS à tous, c'est l'objectif de cette journée porte ouverte de la santé. Les gens ne connaissent pas forcément nos structures, entendent parler du CREPS, ne savent pas forcément ce qu'on y fait. Et bien sûr, on s'occupe des sportifs de haut niveau, chacun le sait. Quand on s'occupe des sportifs, on s'occupe également de leur santé.
Et donc le suivi, notre expertise sur le suivi de la santé des sportifs nous a permis d'ouvrir, parce qu'il y avait un besoin, un centre de santé donc à côté du centre médico-sportif. Et ce centre de santé nous permet de proposer des consultations à la fois de généralistes mais également auprès de cardiologues, en paramédical, sur les ostéopathes, des kinésithérapeutes, diététiciens, podologues, et nous avons également des consultations de psychologues. Alors la population n'est pas forcément en bonne santé, mais en tout état de cause, on propose une offre, il faut qu'elle soit connue de tout un chacun, et à partir de là, l'objectif c'est de faire profiter de notre expertise avec les sportifs auprès de la population guadeloupéenne. Engagé sur de nombreux projets en collaboration avec le GIP RASPEG, groupement d'intérêt public, des réseaux et des actions de la santé publique, le CREPS permet aussi au grand public de rencontrer des médecins aujourd'hui. Alors, je pense que l'intérêt est multiple. On est de plus en plus dans une société où on est sédentaire, où les gens ont perdu un peu le sens de l'effort, je pense, le fait ne serait-ce que de sortir de chez soi, d'aller marcher, de prendre le temps de... Voilà, tout simplement déjà ne serait-ce que de marcher. Donc on n'est pas forcément sur le sport, mais ne serait-ce que l'activité physique. C'est deux choses différentes. Et de plus, on a quand même un problème de santé publique important qui est l'obésité aux Antilles-Guyane, qui est encore plus important, je pense, que sur le territoire métropolitain. Et donc là, on voit qu'il y a une importance, pas seulement des régimes habituels ou de tous les autres moyens qu'on peut retrouver, mais vraiment de remettre les gens en activité physique, voire au sport quand ils arrivent à adhérer à ce système d'activité physique. Certains sportifs amateurs, habitués des lieux, ont profité de cette journée pour effectuer divers ateliers. Puis je suis en train de préparer un BPGEPS cyclisme, un brevet d'état à l'ancienne appellation. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici au CREPS, où quand même régulièrement nous sommes, parce que c'est où nous passons la majorité du temps en formation. Mais plus précisément aujourd'hui, c'est autour de santé pour tous. Et puis là, nous sommes dans la salle de sport où on apprend les différentes activités, surtout celui qu'on vient d'effectuer, le gainage, qui est une activité qu'on est censé pratiquer pendant toute la période de la saison. Bon, en gros, c'est un petit peu ça. On découvre aussi les différentes activités qu'on n'utilisait pas, qui étaient un petit peu morts chez nous, et qui étaient en sommeil, et puis il fallait quand même les travailler. Je fais cette séance aujourd'hui puisque samedi soir, j'étais en Martinique pour un combat. Et il s'avère que j'ai eu quelques douleurs au cou, donc je profite de cette journée pour pouvoir régler ces soucis. Ouvert au public en janvier 2015, les consultations au centre de santé se font prioritairement sur rendez-vous. Ce dispositif convient parfaitement aux personnes atteintes de maladies chroniques ou aux personnes souhaitant reprendre une activité physique. Le centre de santé du CREPS regroupe ainsi l'offre de soins de l'ensemble des professions médicales et paramédicales en un même lieu. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir au Venezuela, mais aussi au Mexique, avec notamment la procédure d'extradition pour El Chapo. El Chapo qui a d'ailleurs un remplaçant. Vous le verrez à la fin de cette Minute Caraïbe. Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a décrété vendredi matin l'état d'urgence économique pour 60 jours. M. Maduro, s'adressant au Parlement aujourd'hui, anti-chaviste, a centré ses propos sur la tourmente économique que traverse le pays, en reconnaissant que la situation est catastrophique. Principale ressource du pays, le pétrole, est tombé ce vendredi à 24,20$ le baril. Nicolás Maduro a une fois encore dénoncé la guerre économique orchestrée par les opérateurs privés et étrangers contre son gouvernement. Devant le Parlement, il fait état des mines démons en provenance de Colombie, qui sont pour lui la contrebande, le paramilitarisme et le narcotrafic, responsables des pénuries et de l'insécurité. Il a une fois encore appelé de ses vœux un grand dialogue national. Le Mexique a commencé le processus d'extradition du baron de la drogue, El Chapo, de son vrai nom Joaquín Guzmán, aux États-Unis. Après de longs mois de cavale et une arrestation dans des conditions rocambolesques par la police mexicaine, les États-Unis ont initié une procédure d'extradition afin que le plus grand trafiquant de drogue du monde soit jugé sur son sol. Ce processus prendra probablement 1 an ou plus, a déclaré le chef du bureau d'extradition du Mexique, Manuel Merino. La défense de Guzmán a maintenant 3 jours pour présenter ses arguments contre l'extradition et 20 jours pour présenter ses preuves à l'appui, au-delà de la pléthore d'autres recours déjà déposés.
L'avocat d'El Chapo, Juan Pablo Guzmán Badillo, a déclaré que son client ne devrait pas être extradé vers les États-Unis parce que le Mexique est un pays souverain, qu'il faut respecter la souveraineté des institutions nationales et la justice de son pays. Mexique toujours, où l'on a beaucoup parlé de l'arrestation du parrain de la drogue, El Chapo, mais son concurrent, El Moncho, serait bien pire et sévit encore. El Moncho est le patron du cartel de Jalisco. Ce cartel fut lancé en 2009 par El Moncho et 2 autres criminels. Le nouveau cartel prend vite du galon comme sous-traitant et homme de main de cartels plus importants et grossit rapidement. Mais en 2011, se sentant assez fort, le cartel déclare la guerre à tous les autres cartels du Mexique et prend le contrôle de la ville de Guadalajara où il fait régner une cruauté féroce. El Moncho assassine ses rivaux, les policiers et tout civil qui ne lui paie pas son impôt. C'est l'attaque à la grenade. Il aime torturer pour semer la terreur et mettre les vidéos en ligne. Il y a plusieurs années, El Moncho aurait capturé 35 membres d'un cartel rival, les Zetas, et les aurait torturés et mutilés avant de jeter leur corps sur l'autoroute à l'heure de pointe. L'identité de El Moncho est mystérieuse, il n'a jamais été arrêté. Certains disent que c'est un ancien policier ou militaire, thèse qui serait validée par ses tactiques très professionnelles et sa volonté de mener un coup d'État. C'est le premier patron du crime en ce moment au Mexique, déclare Tristan Reed, analyste de sécurité du Mexique pour Stratfor, l'entreprise de conseil en géostratégie. Et on va rester dans la Caraïbe, mais pour parler de sport cette fois-ci, puisque le tirage au sort pour le premier tour du tournoi UFC a été effectué. La Guadeloupe sera face à Saint-Martin et face au Suriname. Un premier tour qui se déroulera du 21 au 27 mars prochain. Alors comment Gérard Andy, le sélectionneur des Guada Boys, envisage-t-il ces rencontres? Élément de réponse avec Anne-Elisabeth Artsen. Cette année, pour la Coupe des Nations de la Caraïbe, la sélection de football de la Guadeloupe se retrouve dans le groupe 6 pour ce premier tour et affrontera Saint-Martin et le Suriname. Tous les tirages, c'est des choses enfin, il faut faire attention, il faut être attentif sur ne pas non plus penser que les choses sont faciles. Parce que dans un premier temps, Suriname, c'est quand même une grosse nation de plusieurs millions d'habitants. Ils ont un potentiel football assez important parce qu'ils ont beaucoup de jeunes qui partent vers principalement les Pays-Bas, dans les centres de formation professionnelle. Donc ils peuvent ramener des joueurs de grande qualité. Donc déjà c'est une nation importante. Ensuite Saint-Martin, bon je les connais un peu, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais très bien où on est avec eux. C'est une équipe qui est très variable, qui peut être très variable dans sa qualité. Et donc là aussi, comme on ne sait pas à l'avance, il faut être prudent. Se qualifier pour cette compétition permet aux 4 équipes finalistes de la Coupe des Nations de la Caraïbe 2017 de disputer aussi la Gold Cup. Le 5e passera par les barrages organisés du 7 au 15 novembre 2016 pour y participer. Un objectif avoué pour les Guada Boys. Oui, notre objectif c'est ça, mais il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est cette première phase qualificative. C'est vrai qu'il y a 3 équipes et 2 places, donc ça semble pouvoir être très jouable. Si on arrive à passer ce tour-là, et il y en aura encore un autre avant d'arriver dans la phase finale de la Coupe des Nations Caraïbes, là encore, ça va être difficile. Donc vous voyez, ce sont des étapes qui sont à franchir. On va les prendre au fur et à mesure en essayant de faire attention, d'être sérieux et de bien nous préparer pour ça. Les éliminatoires de la Coupe des Nations de la Caraïbe opposeront 25 équipes nationales du 21 mars au 11 octobre 2016. La phase finale de la compétition, quant à elle, se jouera avec les 4 équipes vainqueurs de groupe du 3e tour du 18 au 24 mai 2017 aux États-Unis. Après le foot, le triathlon, et ce sera une première dans la Caraïbe. Les 23 et 24 janvier se déroulera le Tri-Series Caraïbe, une compétition de triathlon donc étalée sur 2 jours avec 4 étapes. Originalité, un maillot jaune sera remis au lauréat de la première étape. Éric Pommier nous en dit plus. Gaëtan Féteau est l'heureux organisateur de la Tri-Series Caraïbe qui se tiendra les 23 et 24 janvier prochains. Particularité de l'événement, c'est un triathlon qui se déroule en plusieurs étapes. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Moi, j'ai participé à cette épreuve en métropole, la Coupe Oxygène. J'avais été vraiment séduit par cette épreuve atypique, puisque c'est comme une épreuve par étape cycliste, mais en triathlon, donc c'est vraiment rare. Il n'y en avait pas dans la Caraïbe. Je voulais vraiment apporter ce projet. Aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Et bonne nouvelle, près d'une centaine de participants est attendu.
Martinique, Trinidad, Grenade, Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront présents pour une course placée sous le signe de l'originalité. Donc 3 fois plus de difficultés, j'ai envie de dire. Donc un aquathlon, un duathlon, un triathlon, où on va remettre un maillot de leader à l'issue des étapes, donc un petit peu comme ça se fait sur le Tour de la Guadeloupe. Donc il y aura un maillot jaune de leader du classement général, un maillot vert pour le classement du vétéran, plus de 40 ans, un maillot du meilleur jeune et un maillot rose de leader féminin. Donc voilà ces petites nouveautés par rapport à un triathlon classique. Le champion du monde espoir sera de la partie, également le champion anti-Guyane et la championne anti-Guyane, aux côtés de ces champions, quelques novices qui devront tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on peut être très bon nageur, très bon cycliste, très bon à pied, si on n'est pas habitué à enchaîner l'épreuve et à enchaîner les disciplines, on craquera dès la deuxième étape. Donc il faut une préparation foncière mais aussi rapide de vitesse, puisque c'est des épreuves très courtes où il va falloir faire monter le cardio, donc ça promet du spectacle durant le week-end. Duathlon, aquathlon, triathlon programme, tout se jouera dès le samedi 23 janvier à la piscine intercommunale des Abîmes. Première difficulté, 500 mètres de natation puis 3 km à pied. On évoque déjà le nom d'Olivier Noglotte, le Guadeloupéen, champion anti-Guyane. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant on va parler de carnaval, notamment des coulisses du carnaval. Derrière les costumes colorés que vous admirez tous les week-ends se cachent de petites mains. C'est le cas notamment de Carole. Cette amoureuse de la couture a inauguré sa boutique samedi à Capesterre-Belle-Eau. Son portrait est signé Karine Gielman. Carole est passionnée de couture. Aujourd'hui, elle prépare une vingtaine de cravates pour le Karoukera Steel Band. Alors là, c'est juste un morceau de cravate. Hein. On n'a pas encore la cravate entière. Il faut faire en 2 fois parce que la cravate, il y a un double épaisseur. Donc après, quand la cravate est cousue, il faut refaire encore le même travail et replacer dessus et donner la forme du cravate. Avant, elle travaillait la terre puis l'événementiel, et il y a un an, elle a décidé de se consacrer totalement à sa passion, la confection. Par rapport à mes enfants, je ne pouvais pas aller travailler à l'extérieur, et puis j'ai décidé de m'installer chez moi en tant que couturière. Je me suis déclarée et tout, et au fur et à mesure que j'ai eu pas mal de clientes, la maison a commencé à devenir trop petite. Donc après, j'ai eu le projet, et j'ai décidé d'en parler, et c'est comme ça, ça a nourri un petit peu, et ici, j'ai pu ouvrir l'atelier de couture. J'ai commencé à coudre pour moi-même, en fait, hein. Et au fur et à mesure, en apprenant, et ça a évolué, la passion s'est agrandie. Elle a inauguré sa boutique la semaine passée, et déjà, elle engrange les commandes, en particulier celles pour des costumes de carnaval. En gros, je dirais, j'ai toujours fait des vêtements de carnaval, pour les écoles, pour les enfants, pour la famille. Mais là, j'ai eu l'appellation de différents groupes de carnaval, dont Creole Star et Kassika. Il n'y a pas plus de création, il y a plus de couleurs, plus d'accessoires, donc, et la coupe aussi, des fois. Mais ce n'est pas si différent qu'un vêtement. Parce qu'un vêtement de carnaval, c'est un vêtement aussi qui a été vu, le modèle a été déjà vu, et on reproduit. Mais on change quelques petits trucs dedans, et avec les accessoires, ça fait quelque chose de bien. Un costume coûte en moyenne 20 € pour les enfants et 100 € pour les adultes. La jeune couturière commence fort et a déjà près de 25 costumes à confectionner. En tout cas, le suspense quant à la réalisation finale est de mise. On ne peut pas divulguer les vêtements de carnaval. Le modèle, déjà le croquis, il ne faut pas laisser à la portée de n'importe qui pour que les groupes, ça puisse rester une surprise. C'est ça l'effet aussi du carnaval. Cette maison de couture de Capesterre-Belle-Eau a donc déjà une clientèle assurée. Par la suite, elle désire se spécialiser dans la confection de vêtements pour enfants. Avant de se quitter, voici vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux, les nuages qui pourraient donner lieu d'ailleurs à quelques gouttes de pluie, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Les températures, elles seront comprises entre 24 et 26 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert Mayengo et puis votre soirée sur Alizé. Ce sera un épisode d'enquête exclusive. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.